Salutations, je suis Chad, et la série télévisée Game of Thrones comporte de nombreux éléments réalistes du point de vue médiéval. Cela dit, il y a aussi beaucoup de choses que Game of Thrones se trompe. Mais dans l'ensemble, parmi tous les types de récits médiévaux fantastiques qui ont été créés, Game of Thrones est bien plus fidèle que beaucoup d'autres séries et films qui se déroulent dans une période ou un thème médiéval. Donc, avec cela en tête, voyons à quel point les châteaux sont fidèles dans la série télévisée Game of Thrones. Nous n'allons pas examiner chaque château présenté dans la série, mais nous allons nous intéresser à certains des châteaux les plus importants, connus ou fréquents qui apparaissent dans la série. Je vais également analyser comment la série télévisée représente ou dépeint ces châteaux, car je sais que beaucoup de ces châteaux sont décrits différemment dans les livres par rapport à leur représentation dans la série. Donc, il ne s'agit pas d'un examen des châteaux tels qu'ils sont décrits dans les livres, mais bien d'une analyse de la façon dont ils sont montrés et représentés dans la série télévisée. Maintenant, la difficulté de faire cela, c'est qu'il y a très peu de plans détaillés des châteaux dans la série. En raison des contraintes budgétaires, la plupart du temps, lorsqu'ils montrent le château, ce sont des plans très larges et éloignés, et il n'y a pas de scène panoramique qui montre les châteaux dans toute leur splendeur sous tous les angles. C'est souvent une image fixe montrant le château sous un angle unique. Je vais faire de mon mieux à partir des images les plus détaillées trouvées de ces châteaux, et nous commencerons avec Winterfell. Sous cet angle, Winterfell semble vraiment crédible. Et quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que chaque structure que je vois, je pourrais aussi imaginer cette structure être construite dans un contexte historique. Rien n'est assez gigantesque pour rendre sa construction impraticable ou impossible avec la technologie médiévale. Et je ne vois rien non plus qui défie les lois de l'architecture ou de la physique. Et donc, de ces points de vue, c'est tout à fait crédible. Certaines des choses qui me frappent lorsque je regarde ce château, c'est l'utilisation de our autour de certaines tours et d'autres structures. Et donc, le or ou les or sont les parapets en bois qui sont fixés à l'extérieur de certaines tours. C'est très fidèle à l'histoire. Ils étaient placés sur les châteaux pour offrir aux archers et défenseurs une plateforme pour tirer sur l'ennemi. Et cela offrait également une protection contre les flèches ennemies. Il convient de noter qu'un peu plus tard, dans la conception des châteaux, les our ont été intégrés architecturalement aux tours et aux murs des châteaux sous forme de mâchicoulis et de créneaux réguliers. Ainsi, quand cela s'est produit, les our n'étaient plus nécessaires. Maintenant, lorsque nous regardons Winterfell, nous ne voyons en fait aucun des créneaux ou des mâchicoulis qui dépasseraient des côtés ou du sommet des murs, ce qui signifierait alors que les our seraient l'option à privilégier. Cela montre aussi que le style architectural de Winterfell est plus ancien dans la période médiévale. D'après ce que je comprends du lore de Game of Thrones, ça a du sens. Ce que je ne vois pas, ce sont des créneaux le long de l'extérieur ou du mur extérieur, et c'est très étrange, c'est une faiblesse défensive de ce château. L'autre chose étrange qui me frappe quand je regarde ce château d'un point de vue objectif et analytique, ce sont les toits de ces tours, et dans certains cas ceux des autres bâtiments, mais ce sont surtout les toits des tours qui m'interpellent. Ce qui me dérange, c'est qu'ils sont tellement plats. Il existe, vous savez, des châteaux dans d'autres cultures, pas vraiment des cultures médiévales, mais dans certaines autres cultures, où ils avaient des toits aussi plats. C'est un univers fantastique, donc ce style peut facilement s'intégrer à ce château. Le problème qui se poserait réellement serait une question de fonctionnalité, d'accord? Quel est le thème principal de la maison Stark? Quels sont leurs mots? L'hiver vient. Et donc, parmi tous ceux dans l'univers de Game of Thrones, ce sont les Stark et les gens de Winterfell qui devraient vraiment comprendre ce concept. L'hiver vient, et cela provoque des changements dans beaucoup de choses. L'une de ces choses, c'est la neige. En hiver, il faut affronter beaucoup de neige. Et bien sûr, cela s'appelle Winterfell, donc cela devrait être construit pour pouvoir supporter l'hiver et la neige. Et ces toits plats sont en totale contradiction avec cette logique. Vous voyez, quand il y a de fortes chutes de neige, elles s'accumulent. Et si vous avez un toit plat, la neige va aussi s'accumuler sur le toit, et souvent ce poids sera si important que le toit ne pourra pas le supporter et il s'effondrera.
Ainsi, dans tous les endroits, à l'époque médiévale où la neige était courante, les toits étaient inclinés à un angle très prononcé et cela permettait à la neige de glisser sur les bords. Donc, les toits de ces tours devraient avoir des angles très pointus et raides. Ils ne devraient pas être plats. Ce n'est pas un problème en été, et vous savez que les étés durent assez longtemps, mais il en va de même pour les hivers, n'est-ce pas? Donc, à moins qu'ils ne remplacent complètement les toits quand l'hiver finira par arriver, ce qui, vous savez, semble prendre un temps fou. Mais quand il finira par arriver, ces toits ne sont absolument pas conçus pour résister aux conditions hivernales. Voilà donc mes réflexions sur le château Winterfell. Passons maintenant à la forteresse rouge. Maintenant, parmi tous les châteaux que j'ai vus dans la série Game of Thrones, la forteresse rouge est celle qui me paraît le plus ressembler à un château de fantasy. Ne vous méprenez pas. Ce que je veux dire en disant que la forteresse rouge me semble être l'un des châteaux les plus marqués par la fantasy, c'est en ce qui concerne sa silhouette, sa taille et aussi certains éléments de son architecture. Je suis bien conscient qu'il y a certains châteaux dans Game of Thrones qui semblent très inspirés par la fantasy, surtout en ce qui concerne leur emplacement, comme le château de Pique et les Aériers. Mais ne vous inquiétez pas, j'y viendrai. Ce que je veux dire en disant que la forteresse rouge me semble être l'un des châteaux les plus marqués par la fantasy, c'est en ce qui concerne sa silhouette, sa taille et aussi certains éléments de son architecture. Comme cette partie allongée qui fait face à la ville depuis la forteresse rouge, c'est une architecture de style gothique très prononcée qui n'a jamais été utilisée traditionnellement dans les vrais châteaux historiques. Là où l'on trouve beaucoup d'influence du style gothique en ce qui concerne les châteaux, c'est dans les interprétations fantastiques des châteaux comme le château Disney et ainsi de suite. Et donc, à cause de cela, la forteresse rouge a en fait une ambiance assez fantastique, surtout avec sa hauteur et la façon dont tout devient de plus en plus haut à mesure que l'on se rapproche du centre du château. Pour les autres styles architecturaux de la forteresse rouge, cela semble authentique et réaliste. On voit ici des remparts efficaces et des tours au réalisme frappant. Ce qui rend ce château un peu moins réaliste, c'est sa taille immense. Il est vraiment très haut. Il existe quelques châteaux historiques dont la taille pourrait être comparée à celle du Donjon Rouge, mais ce sont plutôt des exceptions rares que la norme des châteaux historiques courants. Mais même eux auraient du mal à atteindre la hauteur et l'élévation que semble avoir le Donjon Rouge. En ce qui concerne la disposition des murs extérieurs, ce sont en fait de très bonnes défenses qu'ils ont là. Il y a 2 basses-cours ou enceintes secondaires qui s'étendent derrière des murs supplémentaires à partir de la cour intérieure principale, chacune avec une porte fortifiée. Cela rendrait l'assaut de ce château très difficile. Et tous les autres points d'accès depuis l'entrée principale sont des falaises entourées par l'océan. Ce château est très fortifié et défendable, et j'aime vraiment ça, parce que même avec certains éléments de style fantastique intégrés dans sa conception, en particulier cette partie à l'avant qui ressemble à une cathédrale de style gothique, il reste conçu pour être très pratique. Et ce style est en fait l'un de mes types de design fantastique préférés. Ça ne me dérange pas, vous savez, quelques ornements fantastiques, surtout pour la taille et la grandeur. Tant qu'on garde ça ancré dans le réalisme, la praticité et la fonctionnalité, et la forteresse rouge me frappe vraiment à cet égard, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, donc c'est la forteresse rouge. Passons maintenant au château de Pique. La forteresse est le siège de la maison Greyjoy. Maintenant, mis à part l'emplacement, d'accord, Pique me semble être l'un des châteaux les plus authentiques historiquement dans Game of Thrones. C'est intéressant, on pourrait considérer Pique comme 4 châteaux différents, mais ils sont regroupés et chacun mène aux autres, donc on considère que c'est un seul château dans son ensemble. Mais chacun de ces corps de châteaux individuels, tu sais, ils sont vraiment authentiques sur le plan historique. Ils sont clairement inspirés de certains des premiers modèles de châteaux, en particulier les châteaux de style donjon normand, qui étaient beaucoup plus carrés et massifs que ronds. De plus, les créneaux au sommet ne sont pas en saillie par rapport aux remparts, et encore une fois, c'est le style de créneaux auquel on fixait souvent des hourds en temps de guerre, mais les créneaux sont bien présents ainsi que des tours individuelles. Ce qui rend aussi ce château très authentique, c'est l'absence presque totale de fenêtres extérieures. On observe surtout des meurtrières et peut-être 1 ou 2 fenêtres aux étages supérieurs. C'est très exact,
car les fenêtres sont une énorme faiblesse sur les véritables châteaux. Maintenant, parlons de son emplacement. À première vue, on pourrait penser que des structures construites sur des stacks marins comme celui-ci seraient extrêmement improbables. En réalité, oui et non. Il existe en effet des structures historiques authentiques construites sur des emplacements presque aussi improbables. Le point décisif pour le château de Pike, c'est qu'il est situé en bord de mer, ou sur le rivage. S'il n'était pas en bord de mer, ce serait bien plus plausible, car il existe dans le monde réel des structures historiques construites sur des formations rocheuses très comparables, simplement pas en bord de mer, comme les monastères des météores. Regardez simplement certaines des formations rocheuses sur lesquelles ces monastères sont construits. La différence, c'est que ces formations rocheuses sont bien moins exposées au risque d'érosion que si elles étaient en bord de mer. Un stack marin, base de plusieurs structures du château de Pike, résulte de l'érosion marine. Une fois formé, il n'est pas éternel et sa stabilité reste incertaine. Maintenant, si ces stacks étaient très stables et solides et qu'il fallait plusieurs centaines d'années pour que l'érosion les détruise complètement, alors il serait plausible d'y construire une structure dessus. Mais cela ne durerait pas éternellement, et je pense que c'est un peu ce qu'ils sous-entendent avec le château de Pike. Ces stacks marins s'érodent lentement, donc ce château ne va pas rester intact très longtemps. Mais pendant le temps où il resterait là, il serait incroyablement défendable, comme oh là là les autres tours derrière le corps principal du château, serait pratiquement imprenable. Il serait impossible de les atteindre depuis un autre endroit avec une armée suffisamment grande pour les prendre, et le château dans son ensemble a juste l'air incroyable. C'est un magnifique château, autant pour son authenticité médiévale que pour la nouveauté de son emplacement unique, qui n'est pas aussi irréaliste qu'il n'y paraît. Ce n'est pas pratique, ne vous méprenez pas, et il y a bien plus de chances que ces stacks marins soient instables plutôt que stables. Mais s'ils étaient stables, alors on pourrait s'en sortir, même si cela ne durerait certainement pas éternellement. Maintenant, beaucoup de ce que nous avons dit à propos du château de Pike concernant son emplacement peut également s'appliquer à Leiry. La différence, c'est que Leiry n'est pas sur le littoral, donc si sa fondation rocheuse est suffisamment stable, cette structure pourrait être construite de façon réaliste. Ce serait incroyablement difficile et ce qu'ils auraient dû faire en premier, c'est construire un accès au sommet de cette formation rocheuse. Donc ils auraient dû construire cette longue route sinueuse en premier, mais nous avons construit des routes et des murs comparables dans l'histoire. Pensez à la Grande Muraille et aux montagnes qu'elle serpente, et une fois que vous avez accès au sommet de cette formation rocheuse, il faudrait ensuite monter chaque pierre une par une pour réellement construire la structure. Et si la fondation était suffisamment stable, ce serait possible, car il existe quelques comparaisons historiques à faire. Bien sûr, les exemples réels ne sont pas aussi grandioses que Leiry, mais ils ont été construits dans des endroits tout aussi difficiles. Concernant le style architectural, c'est difficile. J'ai eu du mal à trouver des gros plans de Leiry. Seulement ces prises de vue larges et éloignées, mais à première vue, cela ressemble à une structure très voûtée, avec des toits en dôme, et ce n'est pas vraiment un château, c'est plutôt une cathédrale ou un palais. Je ne vois pas vraiment beaucoup de créneaux dessus, et en réalité, si cela existait, il n'y aurait pas besoin de beaucoup de créneaux, car c'est tellement haut et difficile d'accès que sa simple position est une défense suffisante. La principale partie à défendre serait ce mur sinueux et la route qui y mène. Si vous placez assez de portes fortifiées le long de cette route, vous pourriez retenir une armée de taille presque illimitée, car il n'y a qu'un seul point d'accès pour atteindre ce château, et sans inventer d'aéronef, il n'y a vraiment aucun moyen d'attaquer cette structure, à part un siège de longue durée pour les affamés, comme c'est présenté dans la série télévisée. Maintenant, d'après l'angle et la perspective que nous avons sur cette image, Leiry serait incroyablement grande, vraiment immense, bien plus grande qu'aucun château n'ait jamais été dans l'histoire. Mais Leiry n'est pas vraiment un château.
Comme je l'ai déjà dit, c'est plus un grand palais à dôme et une cathédrale qu'un château. Historiquement, nous avons eu d'immenses palais. Ce qu'il faut retenir cependant, même s'il serait techniquement possible de construire une structure comme celle-ci dans la vie réelle, ce serait incroyablement peu pratique et tout simplement d'une difficulté inimaginable. À tel point que je ne pense pas que quelqu'un essaierait vraiment de le faire dans la vie réelle, mais ce n'est que mon avis. Je peux me tromper. Et enfin, jetons un coup d'œil à Père et Dragon. Maintenant, parmi tous les châteaux que nous avons vus jusqu'à présent, Père et Dragon est de loin une forteresse militaire sans fioriture. Il ne cherche pas à être élégant ou orné, il est simplement brut et fonctionnel, prêt à remplir sa mission. Bien sûr, sa taille et son aspect imposant le rendent impressionnant, mais il n'a aucune ornementation pour l'embellir. Ce qui est également intéressant avec ce château, c'est qu'il possède en fait des éléments de défense assez avancés, notamment avec ces sortes de parties en saillie pointues sur le mur. Ce type de conception est quelque chose que l'on trouverait davantage sur une forteresse en étoile que sur un véritable château médiéval. Une forteresse en étoile, ou fort bastionné, est une forteresse qui apparaît après la période médiévale, et c'était un style qui a évolué à l'époque de la poudre à canon, lorsque le canon a commencé à dominer le champ de bataille. Le but de ces parties saillantes et pointues sur le mur était de dévier les tirs de canon. Bien sûr, il n'y a pas encore de canon à Westeros, donc cela soulève la question de savoir pourquoi cette philosophie de conception a été adoptée à Père Dragon plutôt que dans d'autres châteaux. Mais même sans tir de canon, ces parties prolongées du mur remplissent une fonction très utile. Cela offre aux défenseurs du mur une meilleure position pour tirer sur les ennemis en bas. Ce que vous remarquerez à propos des créneaux sur le bord de Père Dragon, c'est qu'ils ont des meurtrières là-bas. Le parapet est légèrement avancé par rapport au rempart du mur, puis il y a des corbeaux qui soutiennent ces parapets, lesquels comportent ensuite des meurtrières entre eux, permettant aux défenseurs sur le mur de tirer des flèches ou de jeter des pierres sur quiconque essaierait d'assaillir les murs. Mais, à vrai dire, c'est un peu superflu, car je ne vois personne réussir à s'approcher des murs, étant donné que Père et Dragon est situé sur une falaise au bord de la mer. Mais bon, pourquoi pas, c'est juste, vous savez, une sécurité supplémentaire, ça leur donne l'esprit tranquille. Et ensuite, on en vient à la taille, et en évaluant la taille que Père et Dragon semble avoir par rapport à d'autres châteaux médiévaux, j'ai l'impression que Père et Dragon est facilement plus grand que n'importe quel château historique jamais construit. Ce n'est pas une critique, car c'est de la fantaisie, donc permis. Il est important de préciser que les châteaux historiques n'étaient pas aussi grands pour éviter toute confusion. Voici mes réflexions sur les châteaux dans la série télévisée Game of Thrones, j'espère que cela vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différences entre le château de fantasy classique et les châteaux historiques, veuillez regarder ma vidéo, le château fantasy contre réalité. Et d'ici là, au revoir. Pour soutenir Shadiversity ou montrer votre appréciation pour une vidéo, devenez patron sur Patreon. Un don d'$1 serait merveilleux.